Salut, c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. Vous le savez, les capsules d'Olen fait parler l'histoire et la philosophie pour éclairer l'actualité. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble la laïcité. Ce mois-ci, on va parler des nouvelles technologies et de l'utopie techniciste au musée. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Instinctivement, si je vous demande de penser à ce qu'est un musée, on est d'accord que vous imaginerez rarement un lieu dédié aux technologies, au numérique et à l'innovation. C'est parce que le musée est avant tout lié à l'idée d'inertie, de l'ancien et du sacré. Pourtant, contrairement à ce qu'on croit, le musée est bien une structure révolutionnaire, moderne et tout sauf conventionnelle. Avant même la période du Covid, le numérique existait déjà dans les musées. Mais on dit que les musées sont actuellement en pleine transition numérique. Et c'est vrai que maintenant, aucun musée n'échappe à l'investissement, coûteux, public, de ces espaces par le virtuel. Mais pourquoi prennent-ils cette direction ? Quelles sont les motivations et les implications ? Et surtout, pour quel retour ? Vous allez le découvrir, ces enjeux sont en réalité très politiques et prennent leur source dans une croyance idéologique, celle du technicisme. Au programme, donc, on verra d'abord quelles sont les missions du musée. On fera ensuite une histoire du musée et du mécénat en France. On verra ensuite la démocratisation des savoirs comme prétexte du numérique. On comprendra ensuite ce qu'est l'utopie techniciste et l'injonction à l'innovation, qu'on confrontera après aux réalités et aux attentes du terrain. Et enfin, pour finir sur quelque chose de plus léger mais tout aussi sérieux, on se demandera ensemble quel type de spectateur ou spectatrice vous êtes. D'abord, qu'est-ce qu'un musée ? Selon la loi du 4 janvier 2002 relative au musée de France, est considérée comme musée toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle. Les grandes missions du musée sont donc les suivantes: plaisir, transmission et connaissance. Au musée, la pédagogie se fait par le biais des médiateurs et des médiatrices. Leur mission principale consiste à s'assurer de la venue du public dans leur institution et de faire se rencontrer des visiteurs d'âge, d'horizons culturels et de milieux géographiques différents avec les œuvres d'art et les artistes. Depuis quelques années, la médiation numérique complète cette définition du musée et reprend pour elle les grands objectifs des lieux culturels sous des formes plus ludiques et qui pourraient séduire un public plus varié. Cette nouvelle médiation modifie les pratiques culturelles des visiteurs et permet d'intégrer des dispositifs qui participent à la diffusion d'informations ou de ressources de grande ampleur, ainsi qu'un immense partage des avis du public. Le numérique complète la venue du public en créant une continuité entre la visite, mais aussi avec ce qui la précède et ce qui la suit. Tout ça afin de créer une expérience plus complète. Les raisons qui poussent les musées à intégrer des outils numériques dans leur fonctionnement sont principalement la possibilité de toucher un public élargi et la possibilité de le fidéliser. Habituellement, on opère un raccourci entre innovation et numérique. Au musée, il peut s'agir de dispositifs fixes, comme des tables tactiles et des bornes interactives, des dispositifs mobiles, dans le musée, hors du musée, avant et après la visite, comme des applications de visite et des tablettes tactiles, des dispositifs en ligne tels que les réseaux sociaux et la numérisation de collections.
On résumera ici tous ces outils en parlant de nouvelles technologies. L'arrivée des nouvelles technologies au musée n'est pas un phénomène récent. L'idée, c'est que la technologie aurait les moyens d'élargir l'audience des musées et d'améliorer l'expérience des visiteurs. Mais le phénomène a effectivement pris une ampleur considérable ces dernières années, notamment au moment du Covid avec la création de musées virtuels. Par exemple, les établissements culturels organisent désormais chaque année des journées de rencontres numériques. Elles créent ainsi des moments privilégiés avec leur public grâce aux nouvelles technologies. Le but est d'améliorer l'expérience de la médiation et son efficacité, en allant chercher un public isolé, empêché, dit-on, et qui ne peut en général pas se rendre dans les institutions sous contraintes géographiques ou sociales. L'objectif est noble, n'est-ce pas? Les nouvelles technologies permettraient enfin la démocratisation des savoirs, qui est tant recherchée par les établissements culturels. Ainsi, les nouvelles technologies adaptées à la visite culturelle semblent avoir toute leur place dans le cadre des missions du musée, en tant qu'elles facilitent une plus grande information du public, un lien renouvelé ou amplifié avec le visiteur, et donc un tremplin pour la médiation. Maintenant, voyons de plus près cette notion de démocratisation des savoirs, puisqu'elle sert de prétexte à l'intégration des nouvelles technologies. L'idée la plus répandue est bien que le numérique est le médium par excellence qui peut permettre une plus grande démocratisation de la culture, grâce à son accès facilité à des millions d'utilisateurs. Le smartphone, notamment, permettrait à toutes et à tous d'accéder à une offre culturelle inépuisable et pourrait pallier l'absence physique d'institutions culturelles. Dans les années 30, l'arrivée du Front populaire au pouvoir est un tournant important dans l'histoire culturelle en France. Il y a une volonté marquée de démocratiser l'accès à la culture par une politique culturelle volontariste, visant à rendre la culture accessible à tous, indépendamment de leur statut social ou économique. Cette démocratisation de la culture a été facilitée par plusieurs facteurs, notamment l'expansion de l'éducation et l'émergence de nouveaux moyens de communication et d'information. L'objectif était de partager la culture savante et de développer tout ce qui pourrait faciliter l'identification à une communauté nationale. Cela a conduit à une augmentation significative de l'offre d'équipements culturels comme les bibliothèques, les théâtres, les cinémas, les musées, les monuments nationaux, les conservatoires, etc. Dans les années 60, cette notion de la démocratisation de l'art est remise en question avec le développement de l'histoire de l'art à tendance sociologique et la sociologie de l'art. Pierre Bourdieu et Alain Darbel, en 1966, dans L'amour de l'art, remettent en cause l'absence d'ouverture au grand public des musées français, soulignant que l'accès au trésor artistique est à la fois ouvert à tous et interdit en fait au plus grand nombre. Autrement dit, la sociologie remarque que les musées sont des espaces de culture dits légitimes et que la fréquentation des musées concerne en fait un public très homogène, plutôt bourgeois. Dans les années 1970, la notion de démocratisation des savoirs est réintroduite avec force dans les discours politiques et journalistiques. Ils encensent à satiété l'utilisation du numérique dans les musées, comme un moyen de rendre l'art et la culture plus accessibles au grand public. C'est une étape importante, parce que c'est là, en réalité, que les institutions muséales commencent à adopter les nouvelles technologies. Un imaginaire autour du numérique s'est ainsi développé notamment de la part des professionnels du numérique qui s'attendent à un plus grand partage, une plus grande collaboration et rapidité d'accès à la connaissance culturelle. Et en effet, le numérique peut aider, mais la question de l'élargissement du public, c'est-à-dire non pas en nombre mais en type de profil de visiteurs, ne doit pas se limiter à l'accès du numérique, mais se prolonger avec une visite réelle de l'institution. Ce risque d'écueil a été confirmé par une étude du programme Société numérique commandée par la Direction générale des patrimoines en 2017. Cette étude conclut que les données actuelles ne permettent pas de confirmer l'hypothèse d'un élargissement des publics par le numérique, même si des usages en ligne, sans visite physique, émergent pour certaines populations.
D'une manière générale, et pas seulement du point de vue de l'art, Olivier Donat, qui est un ancien sociologue du ministère de la Culture, note que le numérique produit les mêmes effets que les équipements proposés par l'État. Ce sont les milieux aisés et cultivés qui en profitent. Le numérique, porté par des algorithmes et les réseaux sociaux, ouvre le goût de ceux qui ont déjà une appétence à la culture, mais ferme le goût des autres qui, par exemple, ne regardent que des films blockbusters. Fin de citation. Autrement dit, malgré des investissements croissants dans l'intégration des nouvelles technologies au musée, on en reste au même point qu'en 1966, quand Pierre Bourdieu et Alain Darbel remettaient en cause l'absence d'ouverture au grand public des musées français. Malgré cette disposition, l'intégration du numérique, des barrières à la pratique muséale persistent donc et les institutions peinent encore aujourd'hui à attirer certaines tranches de la population. Cette réticence de la part des publics peut s'expliquer aussi par la mise en concurrence des différents organismes pour capter le temps libre des individus. Olivier Donat a analysé les raisons pour lesquelles les individus ne vont pas au musée. Loin d'être une question de prix, ce critère n'arrivant qu'en 5e position, il s'agit plutôt de l'éloignement, pour 47% des gens, du manque d'intérêt pour les musées en général, 26%, ou bien à cause des contraintes de la vie active, pour 22% des personnes qui ne se rendent pas au musée. Plus largement, depuis 1997, 4 Français sur 10 affirment manquer de temps pour faire ce qu'ils ont envie dans le cadre de leurs loisirs. En ce sens, la sociologue Véronique Chénaud, dans Les supermarchés du loisir, relève qu'une mutation du loisir vers la consommation de masse est en train de s'opérer. Le temps libéré sur la vie d'un individu est mis au service d'une large offre de loisirs, autre que la visite d'un musée. La contrainte de l'usage du temps face à cette multitude d'offres oblige l'individu à rationaliser son temps libre, tout en devant se réaliser personnellement dans les activités qu'il pratique. L'individu cherche donc à parvenir à un équilibre entre l'exploitation maximale de son temps libre et la qualité de celui-ci. Histoire du musée et du mécénat en France. Le terme « musée » trouve son origine dans l'Antiquité classique. C'est un dérivé du grec « muséion » qui signifie « temple des muses ». À la fin du Moyen-Âge, les princes, de Charles V à Jean de Berry, en passant par les ducs de Bourgogne, montrent un grand intérêt pour les arts en devenant des mécènes. Les arts sont alors pour eux un moyen idéal pour faire preuve de magnificence. Les rois de France s'inspirent ensuite des princes italiens et se mettent aussi à collectionner. Ces collections nous laissent aujourd'hui un aperçu du goût de leur époque, mais aussi de l'influence des conflits qui agitaient alors l'Europe. Le siècle des Lumières a ensuite vu l'apogée des cabinets de curiosités, où se côtoient objets rares, précieux ou scientifiques. Dans le même temps, des amateurs fortunés réunissent d'importantes collections d'œuvres d'art. La création des premiers musées en France arrive en fait avec la Révolution française. En 1793, le Louvre, qui abritait déjà la plus belle collection de France, devient le Muséum central des arts. Sous la Première République, le musée en France est considéré comme une institution moderne et révolutionnaire. Tel est donc son ADN au départ. Et on peut reconnaître que cette création marque un tournant dans la façon dont l'art et la culture sont accessibles au public. En parallèle de son développement dans les siècles qui ont suivi, l'automatisation dans l'industrie a progressé, contribuant à libérer du temps de loisir pour une large partie de la population. À ce moment-là, au XXe siècle, c'est une véritable révolution culturelle, qui permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder au musée et à l'éducation artistique. Dans les années 30, l'arrivée du Front populaire au pouvoir est un tournant important dans l'histoire culturelle en France. Il y a une volonté marquée de démocratiser l'accès à la culture par une politique culturelle volontariste, visant à rendre la culture accessible à tous, indépendamment de leur statut social ou économique. Cette démocratisation de la culture a été facilitée par plusieurs facteurs, notamment l'expansion de l'éducation et l'émergence de nouveaux moyens de communication et d'information.
L'objectif était de partager la culture savante et de développer tout ce qui pourrait faciliter l'identification à une communauté nationale. Cela a conduit à une augmentation significative de l'offre d'équipements culturels comme les bibliothèques, les théâtres, les cinémas, les musées, les monuments nationaux, les conservatoires, etc. En 1959, une nouvelle politique culturelle est mise en place par le ministère de la Culture en France. L'État, qui a conservé un quasi-monopole sur les projets relevant de l'intérêt général, crée un ministère des Affaires culturelles qu'il confie à André Malraux. Le décret du 24 juillet 1959 précise que la mission du ministère est de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français. Pendant cette période, la philanthropie est discrète et considérée comme illégitime en France. Les médias, intellectuels et créateurs sont peu favorables à ce que les entreprises capitalistes participent à ce genre de projet, les reléguant à leur rôle strictement économique. Dans les années 60, cette notion de la démocratisation de l'art est remise en question avec le développement de l'histoire de l'art à tendance sociologique et la sociologie de l'art. Pierre Bourdieu et Alain Darbel, en 1966, dans L'amour de l'art, remettent en cause l'absence d'ouverture au grand public des musées français, soulignant que l'accès au trésor artistique est à la fois ouvert à tous et interdit en fait au plus grand nombre. Autrement dit, la sociologie remarque que les musées sont des espaces de culture dits légitimes et que la fréquentation des musées concerne en fait un public très homogène, plutôt bourgeois. Dans les années 70, la notion de démocratisation est réintroduite dans les discours politiques et journalistiques. Ils encensent à satiété l'utilisation du numérique dans les musées, comme un moyen de rendre l'art et la culture plus accessibles au grand public. L'idée, c'est que la technologie aurait les moyens d'élargir l'audience des musées et d'améliorer l'expérience des visiteurs. C'est une étape importante, parce que c'est là, en réalité, que les institutions muséales commencent à adopter les nouvelles technologies. Dans les années 80, plusieurs changements significatifs ont lieu dans le paysage culturel français. Le temps libre dépasse effectivement le temps de travail, chômage inclus. Dans le même temps, des sociologues français importent des États-Unis le concept de crainte de l'ennui et proposent donc l'activité comme remède. Ce discours ambiant amélioratif de l'action s'impose et incite à multiplier les activités sur le temps libre des individus. Finalement, l'activité s'est trouvée justifiée par la nécessité du plaisir, en culpabilisant par ailleurs tout individu utilisant son temps libre sans en tirer du bien-être. Forcément, une forte mise en concurrence des différents organismes culturels ou de loisirs s'est opérée pour capter le temps libre des individus. Aussi, les chercheurs en Museum Studies, notamment Duncan et Wallach, observent et analysent le fonctionnement même des institutions et leur rôle politique dans la société. Ils montrent que l'accès aux lieux culturels est toujours limité à une certaine catégorie socio-professionnelle et géographique, malgré de nombreuses tentatives de faire évoluer leur fréquentation. L'influence de la corporate philanthropy venue des États-Unis et la vague de nationalisation des années 80 font évoluer l'implication des entreprises dans la société, en les incitant à s'impliquer dans la vie sociale et culturelle. Pour la première fois, à cette époque, émerge l'idée que les grandes entreprises sont responsables de problèmes sociaux. Elles doivent donc participer à la correction des inégalités qu'elles génèrent. En 1984, par exemple, Cartier échappe à la nationalisation en redirigeant une partie de ses profits à sa fondation pour l'art contemporain créée à l'occasion. En parallèle de toutes ces évolutions, le musée devient un lieu privilégié d'expérimentation politique de l'innovation, notamment numérique, et il est depuis constamment en mouvement. Dans les années 90, le musée en France passe graduellement d'un modèle sans logique de rentabilité à un modèle gestionnaire dans des logiques économiques. À cette époque, on observe une grande récurrence d'articles de presse touchant aux nouvelles technologies dans les musées et beaucoup moins sur le cœur d'activité des musées,
l'art et la culture. Cet accroissement du modèle gestionnaire est une ligne directrice donnée par l'État aux institutions culturelles, qui l'incite de plus en plus à développer et à recourir massivement au financement privé. Les établissements culturels deviennent alors stratèges et mènent des campagnes de communication pour changer l'image de mausolée du musée et s'adapter aux nouveaux codes de communication. Au cours des années 2000, le ministère de la Culture et de la Communication en France a encouragé l'adoption des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour réduire la fracture numérique. Cette introduction du numérique se fait donc dans un impératif de démocratisation culturelle et d'accès à la technique, conçu comme un droit social. On remarque encore les espoirs placés dans les nouvelles technologies, afin d'impacter un public plus nombreux, comme les personnes invalides, comme le rappellent les discours journalistiques. Cette tendance se confirme par la multitude de projets impliquant des nouvelles technologies à l'initiative de l'État. Les technologies contribueraient à un accès élargi à la culture et au savoir en réduisant les inégalités. Dans les années 2010, on a même considéré qu'elles facilitaient le goût de l'apprentissage grâce à la notion de plaisir qui leur est attachée. On en oublie un peu le mécénat dans cette histoire. De nouvelles lois, celles de 1987 et 2003, sur le développement du mécénat dans les entreprises, ont fait de la France l'un des pays qui, aujourd'hui, dispose des normes juridiques et fiscales les plus incitatives au monde en matière de mécénat d'entreprise, notamment par le biais des fondations d'entreprises. 2008, la crise des subprimes entraîne une baisse de soutien de l'État pour le secteur culturel. Par conséquent, les institutions culturelles ont dû compter de plus en plus sur le financement privé pour continuer à fonctionner correctement. Cela a augmenté la compétitivité entre les institutions pour la recherche de fonds, favorisant les projets culturels des pays d'origine des actionnaires. Mais face à ce constat, les centres culturels publics réagissent et prennent l'habitude d'élargir la recherche de mécènes au monde entier, en multipliant les coproductions. Des associations sont créées spécifiquement pour accompagner le financement d'activités culturelles ou autres. Par exemple, l'Association française des fundraisers, ou encore l'European Fundraising Association au niveau européen depuis 2002. Tout cela continue à créer un contexte très favorable à l'implication des entreprises privées dans les institutions culturelles. Année 2010, on observe un premier changement des habitudes de consommation des visiteurs habitués. Cependant, un nouvel enjeu, majeur, se dessine pour les musées. Il s'agit d'une baisse de fréquentation du visiteur qui est ni néophyte ni intellectuel. Depuis 2019, on croit observer un changement des habitudes des visiteurs autour du numérique en général et l'implication de ces pratiques sur leurs attentes dans leur visite au musée. Afin de satisfaire les attentes présumées de cette partie de la population, les musées choisissent d'intégrer du numérique parmi une multitude de dispositifs tels que les réseaux sociaux, les collections virtuelles, l'animation 3D, les jeux vidéo et le streaming, afin de proposer de nouvelles expériences immersives et interactives aux visiteurs. 2020, la pandémie du Covid exacerbe ce mouvement d'intérêt de la mise au service des nouvelles technologies pour les visiteurs. Les institutions culturelles ont très largement recouru au numérique lors de leur fermeture au public. À ce moment-là, ces nouvelles pratiques sont en voie de devenir la nouvelle norme. On considère que les établissements culturels entament leur transition numérique. Les professionnels de la culture questionnent la nouvelle place à accorder au numérique en fonction de cette évolution d'utilisation, même si celle-ci n'est ni évidente ni inédite. Finissons en 2022, qui est assez éloquent. C'est l'apparition des NFT, comme une nouvelle opportunité pour les musées d'augmenter leurs recettes. Ce sont des titres de propriété numérique dans la blockchain renvoyant à des images. De plus en plus prisés, ils ont fait irruption sur le marché de l'art. Leur croissance a été très rapide, portée par la pandémie et la hausse des ventes en ligne. Les institutions artistiques semblaient d'abord peu intéressées par le sujet, mais certains musées ont commencé à les utiliser
afin de gagner en modernité et attirer un public friand de ces nouvelles technologies. De nouveaux acteurs ont émergé de ce marché en croissance, comme une start-up française qui a travaillé conjointement avec le British Museum pour réaliser ses ventes. Mais d'après le dernier rapport Artprice sur l'art contemporain, et malgré la surmédiatisation de ce phénomène nouveau, les NFT n'ont concerné que 5% des ventes en 2020-2021. Et vous voyez aujourd'hui comme le soufflet est retombé. Ce n'était finalement qu'un épiphénomène. Bien, maintenant passons aux choses sérieuses. Si la démocratisation des savoirs par le numérique n'est pas une évidence, alors comment comprendre cette injonction à l'innovation numérique ? En réalité, l'accélération du phénomène d'intégration des nouvelles technologies dans les musées n'est pas si évidente. Les visiteurs, comme les professionnels de musées, montrent des réticences. Il apparaît, à l'analyse, que l'incitation au numérique dans les établissements culturels vient en fait d'une incitation à l'innovation, abondamment relayée par l'État, les médias et les mécènes. Selon la maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication Eva Sandri, les musées investissent dans ces nouvelles technologies par peur d'être concurrencés, de paraître dépassés et avec l'espoir d'attirer un plus large public, notamment des jeunes, des publics empêchés et des néophytes. L'utopie techniciste. Cette incitation aux établissements culturels d'effectuer leur transition numérique provient de deux sources principales. La première est l'influence croissante du modèle économique privé, et la seconde, la croyance idéologique que croissance économique et technologie sont étroitement liées. Voyons d'abord l'influence croissante du modèle économique privé. Le sociologue Jean Davallon explique que le recours aux dispositifs numériques dans les musées implique des partenariats avec des entreprises privées comme des agences, des architectes, etc. Les musées sont donc directement influencés par ces modes d'organisation gestionnaires et ils deviennent eux-mêmes plus largement axés sur la rentabilité. La libéralisation du modèle économique des musées diversifie les sources de revenus de ces institutions. Les organismes publics doivent désormais composer de plus en plus avec d'autres acteurs privés, en dehors des prestataires qu'ils rémunèrent, et qui peuvent avoir une influence sur les orientations stratégiques que prennent les musées. Les mécènes, par exemple, prenant une place beaucoup plus grande dans les budgets des musées, obtiennent une force de négociation et peuvent choisir de s'investir exclusivement dans certains projets plutôt que d'autres, ce qui intègre des nouvelles technologies par exemple. En ce sens, à propos des nouvelles technologies numériques, certains acteurs pourraient décider de financer des projets culturels spécifiquement dédiés à ces nouveaux outils pour se positionner sur des offres innovantes. Un rapport récent de l'ICOM, le Conseil international des musées, rapporte que, à la suite de la pandémie, le passage au contenu numérique s'est poursuivi à grande échelle. Les musées, qui dépendent principalement de fonds privés ou de revenus, ont fait preuve d'un plus grand dynamisme dans ce domaine. Maintenant, voyons cette croyance idéologique que croissance économique et technologie sont étroitement liées. C'est en fait l'héritage intellectuel libéral du positivisme technologique, des révolutions industrielles, le take-off de Rostow, les 30 Glorieuses en France, etc. Cette croyance est largement répandue dans l'État, dans les médias, chez certains professionnels de musées et les mécènes, qui se font d'eux-mêmes les relais de l'opinion publique. Par exemple, cette utopie techniciste est largement reprise dans les discours officiels et journalistiques dès les années 1990. En témoigne la récurrence d'articles touchant aux nouvelles technologies dans les musées par rapport aux autres articles sur les musées, beaucoup moins nombreux. Les nouvelles technologies au musée sont alors associées à un changement de paradigme inévitable, en rupture totale avec le type de médiation précédente. Les anciens dispositifs sont décrits comme dépassés et sont dévalorisés. Et effectivement, les musées qui n'accomplissent pas leur transition au numérique sont présentés comme étant en retard sur les autres.
Sans technologie, il serait moins dynamique que les autres et donc moins attractif. Néanmoins, les musées sont dans une situation contradictoire. D'un côté, ils doivent toujours être inscrits dans l'ère digitale sous peine de ne pas pouvoir se démarquer des autres, et d'un autre côté, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours considérés comme en retard, avec cette image d'un lieu poussiéreux qui leur colle à la peau. Avec ces injonctions à l'utilisation des nouvelles technologies, il y a désormais une homogénéisation des formes d'exposition et de médiation, alors que l'objectif premier de leur utilisation était justement de se distinguer des autres institutions. Ces discours pro-technologie influencent inévitablement sur la vision du numérique au musée et poussent à son emploi dans de nombreuses structures. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu un débat réel sur l'utilisation du numérique dans les musées. Et plus encore, il existe un décalage entre les discours des personnes qui travaillent sur le terrain et les discours médiatiques et politiques sur ces questions. Les grandes entreprises numériques, le cas de Google. Dès la fin du XXe siècle et l'arrivée des grandes entreprises technologiques, on note un intérêt de ces acteurs pour le monde de l'art, d'abord envers les artistes et leurs œuvres. Par exemple, dans les années 70, le photocopieur Xerox aux États-Unis révolutionne le quotidien des travailleurs et entre aussi dans la pratique artistique de certains artistes. Seth Siglob, par exemple, avec son Xerox Book, souhaitait réaliser une exposition sans lieu avec pour seule production un catalogue imprimé par un photocopieur. Puis, les entreprises innovantes se tournent vers le numérique et on a vu naître beaucoup de collaborations entre artistes et entreprises, comme Andy Warhol et Commodore Business Machine en 1985 pour le lancement de leur dernier ordinateur, ou encore l'exposition Electra, électricité et électronique dans l'art au XXe siècle, au musée d'art moderne de la ville de Paris en 1983, qui a été financée par EDF. Les interactions entre artistes et sociétés technologiques continuent encore aujourd'hui. En 2020, avec Flutter of Butterflies, Ephemeral Life, le collectif d'artistes japonais Team Lab, s'est associé à Epson pour produire une œuvre interactive grâce à des technologies très poussées. Tous ces exemples constituent certes des cas au rayonnement limité, mais les entreprises ont progressivement étendu leur influence dans le monde culturel, notamment quand il s'agit des GAFAM. Pendant les périodes de restrictions sanitaires, les GAFAM, particulièrement, ont été des canaux de communication indispensables pour entretenir un lien entre les institutions culturelles et le public, qui a été plutôt réceptif. Le site internet du Louvre, par exemple, a constaté une multiplication par 10 de sa fréquentation pendant le premier confinement. La plateforme Arte Concert a quant à elle enregistré 42 000 vues pour la diffusion en streaming d'un concert, ce qui est une audience particulièrement élevée. La plupart des structures sont passées par les GAFAM pour diffuser en ligne, comme Facebook Live par exemple. Ou au moins, ils ont utilisé ces canaux pour communiquer sur leurs actions. Le gouvernement français a même encouragé ces efforts pendant la crise. Le Centre national de la musique, par exemple, a alloué 5 millions d'euros au financement de représentations de spectacles vivants musicales donnés sans public sous réserve de diffusion. Cependant, les GAFAM ont jusqu'alors refusé de participer au financement de ces captations vidéo ou de rétribuer les artistes. Désormais, les entreprises numériques vont donc plus loin, en s'intéressant maintenant non plus seulement à l'œuvre, mais à l'institution artistique. C'est principalement le cas de Google, qui depuis 2011 réalise une offensive dans le monde muséal avec sa plateforme Google Art and Culture, qu'on nommera par son acronyme GAC. À l'origine lancé sous le nom de Google Art Project, puis renommé en 2013, son but est de permettre au grand public de voir des œuvres d'art en ligne et d'augmenter la visibilité de plus de 6 millions d'artefacts du monde entier. Le GAC est aujourd'hui en collaboration avec près de 2000 institutions artistiques. Son avantage principal est d'offrir une qualité d'image haute résolution exceptionnelle, que les institutions muséales elles-mêmes peinent à proposer.
Google met aussi à disposition sa technologie Street View, qui permet aux utilisateurs de rentrer virtuellement dans les musées. Dans une logique de personnalisation de l'expérience, les utilisateurs peuvent même constituer leur propre musée. Au-delà de mettre à disposition une collection d'œuvres, le GAC propose des expositions en ligne, qu'on peut rapprocher du nouveau concept de cybermuséologie, centré sur une institution, un artiste ou un mouvement. Ainsi, comme le défend Google, le visiteur passe de passif dans une galerie à actif sur le site. L'interface virtuelle n'est pas seulement un complément à une visite au musée, mais c'est bien une activité à part entière. Pour Anne Lafont, historienne de l'art, ce projet qui est revendiqué d'après Google comme une initiative non commerciale au service du patrimoine mondial ne définit pas clairement ses objectifs économiques. En réalité, il est peu probable que la plateforme soit à but non lucratif, car la fréquentation de son site joue sur son attractivité et donc, in fine, le prix demandé aux annonceurs. L'historienne note aussi quelques critiques en défaveur du GAC, en comparaison à la démarche scientifique d'une institution muséale. Les œuvres ne sont pas contextualisées, le cartel ne s'affiche pas automatiquement et les explications ne sont pas référencées. Les œuvres sont donc peu exploitables. Le GAC constitue un outil ludique et pédagogique qui participe à la démocratisation de la culture pour l'utilisateur qui s'y intéresse. Mais il ne peut pas encore être considéré comme un projet dans son ensemble, car il manque de recul historique et esthétique. Des débats autour de cette plateforme émergent aussi quant à la notion d'appropriation de l'art, lorsque Google met à disposition ses œuvres, particulièrement lorsqu'elles ne sont pas encore libres de droit et qu'elles sont soumises au copyright des musées, qui passent des contrats avec la plateforme. Concluons que les grandes entreprises technologiques, s'investissant dans le milieu culturel, sont peu compatibles avec les institutions muséales dans leur forme actuelle et dans leurs ambitions. Toutefois, elles réussissent à capter une attention médiatique et un public dynamique, que les musées peinent parfois à approcher. Ces nouveaux moyens de se connecter à l'art peuvent donc être des pistes de réflexion pour les institutions et confirment à nouveau la présence immanquable des nouvelles technologies parmi les dispositifs qu'intègrent les institutions culturelles. L'émergence de nouveaux acteurs digitaux, les startups. Dans la course à la numérisation de l'art, et pour contrer l'hégémonie de Google, des startups proposent également des technologies de pointe à apporter aux institutions muséales. Par exemple, l'entreprise française Mercurio, issue des laboratoires du CNRS, offre des solutions pour numériser des objets d'art grâce à la technologie 3D et avec une très haute résolution. Au niveau national, on voit émerger bon nombre de projets de soutien de la numérisation des ressources culturelles. Mais ces initiatives sont souvent limitées par un budget trop faible pour égaler la technicité et l'ampleur du GAC. D'un point de vue plus large, les startups se multiplient pour proposer des services aux institutions culturelles, comme certaines entreprises qui proposent des solutions de médiation numérique adaptées à tout public, la création de musées virtuels, etc. La question se pose, cependant, sur l'autonomie future des institutions muséales qui ont besoin de parties prenantes extérieures pour s'adapter à l'arrivée des nouvelles technologies. On l'a dit, le fonctionnement même des musées est largement influencé par toutes ces collaborations avec des acteurs privés. Mais est-ce que les musées eux-mêmes ne sont pas en train de passer en mode start-up ? On observe de nombreux changements dans les pratiques communicationnelles des institutions culturelles, en particulier une forte présence sur les réseaux sociaux, des incitations à partager votre venue au musée sur les réseaux, une adaptation des parcours, etc. Depuis les années 2010, période depuis laquelle les dispositifs numériques de médiation, comme les tables, écrans tactiles et les applications sont présents dans les espaces d'exposition, les musées sont amenés à travailler de plus en plus avec des acteurs du privé notamment. Non seulement les musées établissent des partenariats avec des entreprises privées,
mais aussi intègrent des logiques du modèle économique privé au sein même de leurs institutions. Concernant l'utilisation des réseaux sociaux, la chercheuse Susan Beer explore la possibilité que les musées virtuels, par exemple, ne servent pas la médiation, mais soient plutôt le reflet d'une médiatisation. Les logiques de participativité sur les réseaux sociaux, comme les retours sur les visites, le partage de photographies prises lors de la visite, etc., peuvent être interprétées, selon elle, comme une mutation de la communication muséale. Le musée virtuel n'offre pas une réelle participativité, mais sert plutôt une logique de commercialisation et non pas de communication. Effectivement, la présence d'un musée sur les réseaux existe pour ses propres résultats. Elle illustre un objectif d'audience à atteindre pour le nombre de likes, de vues et de partages et donc de visibilité. Sans pour autant désavouer cette question, qui est importante pour le développement des publics du musée, Susan Beer montre que cela n'empêche pas que la participativité s'inscrive dans une logique de promotion commerciale pure et que les objectifs de médiatisation sont plus visés que ceux de la médiation. Elle approfondit en particulier le thème des réseaux sociaux qui représente selon elle une stratégie économique sans ambiguïté. Objectif 1, l'augmentation d'usagers. Objectif 2, leur fidélisation. Objectif 3, la diffusion de ces deux premiers objectifs au cercle de proches de ces personnes. Cela se fait selon une stratégie économique qui relève de la relation triadique. Cette relation suppose que si une personne est intéressée par un sujet, il est probable que les personnes de son entourage le soient à leur tour. Suivant ces trois objectifs, les musées postent régulièrement sur leurs réseaux sociaux afin d'entretenir le lien avec leur public et organisent des concours pour gagner des places pour des expositions temporaires. Cet ensemble de mises en œuvre concourt à consolider des communautés virtuelles qui remplissent donc les besoins sociologiques des personnes concernées et qui favorisent la consommation des utilisateurs. Les mentions j'aime deviennent le témoin de la popularité d'un musée et impliquent qu'une stratégie soit calculée au préalable. Stratégie communicationnelle parce que les musées sont aussi confrontés au problème des algorithmes. Si les musées utilisent la stratégie des recommandations, c'est aussi parce que les contenus historiques sont mal référencés par les algorithmes de Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Ainsi, les contenus produits par les musées parviennent difficilement à capter de nouveaux publics. L'apparition des youtubeurs et la notion de servuction. La recherche de popularité et, en particulier auprès des publics jeunes, se fait par l'événementiel, ressource typique du marketing, mais aussi par l'invitation de youtubeurs dans des musées. Citons notamment le Fossoyeur de films, un youtubeur qui propose des revues de cinéma et qui a été invité par le Louvre à proposer différentes vidéos en partenariat sur les films autour du musée. Le musée archéologique Lyon-Fourvière était aussi en recherche d'un influenceur pour accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux et a finalement trouvé le youtubeur Nota Bene. Agathe Lichtenstein, dans Avatar du portrait, selfie et idéologie, considère que les youtubeurs sont le vecteur d'une vulgarisation accélérée de la culture ayant pour objectif une fidélisation du public visé. Elle utilise le terme de fast-food culturel, notion étroitement liée à une logique de marketing. Dans la lignée des concepts de marketing, Geneviève Vidal analysait dès 2006 la transposition de la notion de servuction au musée, notion qui est liée habituellement au marketing touristique. Il s'agit d'une contraction des mots service et production, qui permet d'initier un désir de consommation de masse chez les usagers. La servuction se distingue de la production classique en tant que sa composante essentielle est marketing et concerne essentiellement la relation avec le client, alors que la production d'un produit classique est essentiellement une problématique industrielle. Les voyages et les visites entièrement formatés de sites en sont des exemples. Appliqués au monde du musée, la servuction implique qu'une transfiguration de l'usager du service public
s'opère vers un citoyen consommateur, puisque l'appréciation artistique devient seulement un prétexte. Plus récemment, Sébastien Allard a analysé les modèles économiques actuellement en mutation dans le monde muséal et a questionné la place qu'il est désirable d'accorder aux institutions publiques face au numérique, en opposant presque ces deux éléments dans son discours. Il note que tandis que le numérique conquiert du terrain, l'importance des institutions culturelles stagne. Il énonce l'importance de savoir comment les professionnels souhaitent diriger l'art. Il est donc possible d'affirmer que des pistes théoriques explorent la probabilité qu'il s'opère une forme de libéralisation des institutions culturelles, à la fois par le biais de partenariats avec des entreprises privées qui apportent des compétences dont les musées manquent, et à la fois au sein des institutions mêmes qui paraissent basculer vers l'intégration d'objectifs commerciaux en plus de leur mission habituelle. Les réalités et les attentes. D'abord, la réticence des professionnels de musées. Les dispositifs numériques sont très coûteux en termes de budget, mais aussi en termes de moyens humains, parce qu'ils nécessitent un entretien particulier. C'est encore plus étonnant quand on sait que les budgets publics dédiés à la culture sont toujours présentés comme insuffisants par le personnel des musées. Citons à nouveau cet exemple. Lors des périodes de confinement, le Centre national de la musique a financé à hauteur de 5 millions d'euros des captations musicales à vide sur Internet. Cependant, malgré ces incitations, peu de postes spécifiques ont été effectivement créés pour gérer la présence croissante des nouvelles technologies au musée. Alors, si ce n'est pas le prix qui détermine l'utilisation des nouvelles technologies au musée, on peut supposer que les outils numériques ont une efficacité réelle pour répondre aux exigences muséales, et dans ce cas, effectivement, pourquoi ne pas dépenser des millions si ça fonctionne ? Au sein même des institutions culturelles, les avis sont partagés, notamment en ce qui concerne les musées virtuels. Voici les principaux arguments. D'abord, l'importance du rapport à l'objet. Les médiateurs semblent avoir parfaitement intégré ces nouvelles attentes numériques, mais ils insistent pourtant sur l'importance finale du rapport matériel du visiteur avec l'œuvre physique, qui permet selon eux des possibilités que l'abondance de technologie perturbe ou ne permet pas. Par exemple, le virtuel ne rend pas compte de la place qu'une œuvre d'art occupe dans l'espace, sa taille et l'insertion du visiteur parmi le reste du public. Bon, ok, on pourrait se dire que le musée virtuel ne comblera jamais cette importance du rapport à l'objet, mais on peut aussi se dire que grâce au numérique, le visiteur fait une première rencontre avec l'œuvre, et ça peut être une porte d'entrée intéressante. Mais les professionnels de musée ne sont pas d'accord. La dentelière de Vermeer, par exemple, est un très petit tableau. Il mesure 24 par 21 cm. Et sa découverte peut entraîner la surprise, mais nécessite surtout de la concentration de la part du visiteur. Cette expérience est impossible à vivre sur un écran, car les dimensions sont faussées et le numérique tend à réduire notre capacité de concentration dans une logique de consommation en quantité des œuvres par le swipe. Les couleurs peuvent aussi être faussées, elles sont plus vives sur un écran. Au musée, rien n'est normé, à savoir qu'un deuxième passage devant la dentelière, par exemple, provoquera une expérience différente, alors que l'image numérique est toujours la même. Autre argument, la crainte d'une disneyification. Pour la chercheuse Suzanne Beer, la technologie dans les musées relèverait plus du spectaculaire et du commercial, donc des valeurs non muséales, plutôt que son aptitude à transmettre le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Le musée virtuel, sous couvert d'ouverture de la culture au grand public, paraît plutôt comme un divertissement. Rappelez-vous, c'est cette chercheuse qui parlait du passage de la médiation à la médiatisation. D'ailleurs, d'autres expressions abondent pour décrire cette transformation d'un lieu culturel en parc d'attractions hygiéniste où le numérique occupe une place centrale et le divertissement prend le pas sur l'éducation.
On parle de sirène de l'hypermédia, on parle des craintes d'une ludification ou encore d'une disneyification. Les dispositifs technologiques ont souvent été mis en avant pour leur possibilité d'interaction entre les utilisateurs. Mais les musées en réalité virtuelle sont parfaitement dans le rôle d'émetteur et l'utilisateur de récepteur sans réciprocité. L'autonomie du spectateur est un leurre. Il ne se retrouve ni en position d'horizontalité par rapport à l'institution, ni d'égalité. Les utilisateurs de ces services sont alors comparables à un audimat face à des dispositifs montés par les équipes professionnelles des musées dans une logique verticale. La culture, la visite au musée, devient un spectacle, donc un bien de consommation. L'objectif de transmission passe après celui de la médiatisation pour attirer le grand public. Le musée virtuel devient donc un mythe au sens de Roland Barthes, c'est-à-dire que le signe du musée comme lieu de culture et de transmission est en fait habité par un autre signifiant qui est ici la mercantilisation du loisir et sa consommation immédiate. De plus, le spectateur est privé de ses capacités imaginaires internes dans un dispositif 3D. Or, l'expérience muséale est aussi une expérience à prendre dans un ensemble, et elle est multisensorielle, ce qui n'est pas disponible avec le virtuel. Le musée virtuel ne met pas en contexte, ni dans l'espace, la pensée ou le temps, car dans un musée, les œuvres suivent un parcours étudié. Est-il possible alors de résister face à la prescription de l'utilisation de dispositifs technologiques ? Certains professionnels du musée font usage d'un braconnage, comme l'appelle Eric Landowski, c'est-à-dire qu'ils emploient des logiques inventives pour contourner l'usage attendu du numérique. Sans refuser la technologie, les musées opèrent un ajustement des dispositifs technologiques, c'est-à-dire l'adéquation plus ou moins grande à une tâche. En d'autres termes, ils peuvent privilégier l'audio par exemple et rendre les technologies plus discrètes. Le sentiment des médiateurs. Si généralement ce sont les décisionnaires, donc la direction du musée, qui insistent pour prendre le tournant numérique, ce sont aussi souvent les équipes de médiation elles-mêmes qui sont au développement de solutions pour garder un lien entre public et musée, et parfois sans motivation particulière de la direction ou de consignes publiques. Dans son étude de 2016, Eva Sandri a interrogé des médiateurs et des médiatrices sur l'intégration des dispositifs numériques dans les établissements culturels. D'autres études présentent les mêmes conclusions, à savoir que les médiateurs et médiatrices émettent plusieurs critiques principales sur les dispositifs numériques. D'abord, le manque de pertinence dans certains cas de figure. Les médiateurs, hommes-femmes, se retrouvent obligés d'utiliser la technologie alors que des dispositifs existent déjà et permettent d'atteindre les mêmes objectifs, au nom d'un effet de mode, avec peu de force de négociation. Par exemple, quel est l'outil le plus efficace entre un livret papier et une tablette numérique proposant les mêmes informations? Ensuite, le manque de prise de recul et l'injonction à l'innovation. Pour eux, ce sentiment d'injonction au numérique, dont la source est incertaine, se retrouve dans une forme de positivisme technologique trop centré sur l'intégration de ces dispositifs dans les institutions muséales, plutôt qu'une réflexion à long terme de la médiation qui réfléchit aux réactions du public face à ces nouveaux outils et les adapte en conséquence. D'une manière générale, et en parallèle de l'utilisation des outils digitaux, on observe toutefois une constante dans l'utilisation de moyens matériels, tels que les livrets papier, pour atténuer le discours de la dématérialisation et la déshumanisation de la médiation. Mais l'innovation technique est désormais la norme et le papier une fonction support. L'obligation de passer au numérique s'auto-entretient et pose de nouvelles problématiques pour les professionnels. Le risque de ne pas être assez formé ou dépendre de prestataires extérieurs par exemple. En bref, l'utilité du numérique dans la complétion des missions du musée est donc à nuancer. Des réserves côté public.
Même si certaines pratiques n'étaient pas nouvelles, l'épidémie de Covid a enfin permis d'interroger la possibilité de l'attrait pour le public, de l'accroissement de ces dispositifs en ligne. Pendant la période exceptionnelle des confinements, l'État s'est chargé du financement de ces dispositifs pour pallier le manque culturel. À ce moment-là, on se demandait si les institutions culturelles développeraient leur offre culturelle en ligne après le confinement, si les pratiques culturelles du public changeaient effectivement pour de bon et qu'ils étaient alors prêts à payer pour un abonnement pour du contenu virtuel. Maintenant que l'État a cessé de financer de tels contenus, il est alors possible de mesurer la volonté du public de payer pour du contenu payant. Beaucoup de professionnels du musée intègrent des nouvelles technologies parce qu'ils supposent que c'est une demande des publics. Mais malgré les mutations des usages du numérique par les Français, il faut souligner qu'il n'y a pas de demande explicitement formulée de leur part d'accéder à une offre muséale numérique. Ils ne sont donc pas consciemment à l'origine de l'installation de nouvelles technologies au musée. Au contraire, ils adoptent souvent une position de recul quant au choix de médiation dans les musées et préfèrent s'en remettre aux professionnels. Selon les visiteurs, ces derniers sont plus à même de définir les meilleurs dispositifs de médiation. Les nouvelles expériences liées aux nouvelles technologies dans les musées sont donc le résultat d'une décision effectuée par les employés des institutions culturelles au nom des publics. Eva Sandri, qui fait cette observation, alerte sur l'éventualité pour ce raisonnement de mener à des quiproquos d'interprétation en ce qui concerne les véritables attentes du public. Il faudrait donc, d'après elle, exiger une connaissance fine du public afin de ne pas réduire ses attentes à celles des discours circulants. Elle illustre ce propos avec l'image qui pèse sur les jeunes visiteurs associés à un fort attrait pour la technologie. Cette idée se traduit par le grand nombre d'applications des musées, alors qu'en réalité, peu de personnes les utilisent. Elle rejoint en particulier la pensée de Jean d'Avalon autour de l'existence d'un potentiel visiteur modèle. Penser qu'un visiteur consentant sans concession à l'injonction moderniste existe fausse le jugement des institutions sur ce qui constitue réellement les demandes des visiteurs. Plus encore, l'autrice souligne que certains publics se méfient des nouvelles technologies, qu'ils associent à une logique de consommation. Ainsi, interpréter l'introduction du numérique comme le résultat de ce à quoi le public aspire pourrait aboutir à un effet pervers. Une tranche de celui-ci se trouverait perdue face à la surcharge de technologies au musée. L'étude des pratiques numériques des populations peut mener à une deuxième mésinterprétation. Effectivement, les nouvelles technologies sont censées mener à la démocratisation des arts et des savoirs et à leur diffusion par la libération de temps. Néanmoins, ce temps semble plutôt être accordé à la culture du clic et la consommation pulsionnelle. Il s'agit dès lors pour les nouvelles technologies de favoriser une économie du divertissement pur au détriment de la culture. Cela se voit renforcé en ligne par le big data qui, grâce à la collecte de données, met en avant des contenus auxquels les utilisateurs sont habitués et non forcément les contenus des musées pour ceux qui y sont étrangers. En somme, certes, le numérique investit le temps hors du travail des individus et modifie leurs pratiques. Cependant, ce constat est insuffisant pour affirmer que cela engendre une demande accrue de la part des individus de trouver plus d'installations numériques au musée. D'une part, ils n'en émettent pas nécessairement le souhait, et d'autre part, l'attrait général croissant pour les nouvelles technologies ne se traduit pas nécessairement par un attrait croissant pour les offres muséales en ligne. D'ailleurs, si une partie du public peut être séduite par ces nouvelles formes de musée, il faut toutefois garder un lien avec lui et avoir pour objectif de le faire revenir en présentiel dans les lieux de culture. Pendant la période de crise sanitaire, le virtuel a été un moyen de pallier une culture arrêtée, d'entretenir le contact avec le musée, mais pas de le remplacer. Les technologies étant un moyen de réactiver les mémoires d'expériences passées, lorsque l'internaute avait déjà eu une première expérience réelle.
Quel type de spectateur et de spectatrice êtes-vous? Robert Reva et Claire Roederer ont étudié le cas Muséomix au musée archéologique de Lyon-Fourvière en 2012. 10 équipes de muséomixeurs volontaires ont travaillé pendant 3 jours pour inventer et installer 10 nouveaux dispositifs numériques de médiation à partir de problématiques propres à ce musée de sites archéologiques, mettant en scène des collections provenant des fouilles de la ville et de la région et retraçant le riche passé gallo-romain de la ville de Lyon. Au moment des visites, Reva et Roederer ont distingué 2 types de réactions face aux œuvres présentées. D'abord, celle du badaud hédoniste, qui est très enthousiaste et intéressé par toutes les formes de dispositifs. Le badaud hédoniste est très sensible au contexte physique et a un rapport décontracté au temps. Sa visite est autotélique et il aborde le musée, avant tout, comme un espace calme et agréable dans lequel s'immerger. Il peut habiter Lyon ou être là en touriste, être seul ou accompagné. Sa visite se caractérise avant tout par une orientation hédonico-sensorielle appuyée. Ainsi, le visiteur badaud-hédoniste peut apprécier plus facilement la nouveauté et le numérique puisqu'il ressent avant tout la dimension sensorielle de l'expérience. Deuxième réaction, celle du chasseur-cueilleur de connaissances, se montrant très critique et sévère sur l'apport scientifique. Le chasseur-cueilleur de connaissances visite le musée dans un but d'y trouver de la connaissance et ou des informations. Il peut s'agir d'un Lyonnais en quête du passé gallo-romain de sa ville, d'un touriste pour lequel le musée est un élément d'une destination plus large, mais aussi d'un amateur de musée ou de nouvelles technologies. La quête de connaissances, une activité cognitive assez intense et une recherche de sens caractérisent son expérience. Le chasseur-cueilleur de connaissances vit une expérience plus axée sur la signification. Cette dichotomie des visiteurs est une construction croisant horizons d'attente, motivation et expertise exprimée. Les 2 catégories identifiées peuvent être mises en perspective avec la typologie des visiteurs Dorier et Passebois en 2002. Les badaud-hédonistes se rapprochent des visiteurs hédonistes, peu experts, portant un jugement holiste sur la visite, sensibles aux installations ludiques qui stimulent les sens. Les visiteurs militants, plus experts, et les visiteurs dits intellectuels, dont l'expérience fondée sur la stimulation cognitive est, avant tout, une quête de sens, correspondent à notre catégorie chasseur-cueilleur de connaissances. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!